Merci déjà d'être venus si nombreux à cette conférence, qu'on a intitulée Informer, agir, prévenir les violences sexuelles, parlons-en. Donc déjà, on peut remercier la mairie de nous prêter cette belle salle du Caméléon, car sans eux, on n'aurait pas pu créer cet événement. Le volume, c'est bon? Je me présente, Karine Prigent-Chany, je suis la présidente de l'association API, Association des parents d'élèves indépendants de Pont-du-Château. Nous sommes présents sur les 3 groupes scolaires publics de Pont-du-Château, c'est-à-dire le parc, Jean Alix et René Cassin, et ainsi que le collège Morté. Ça fait à peu près 1700 élèves en tout. Vous devez vous demander pourquoi API a fait cette conférence. Donc le plus simple, c'est que je raconte la petite histoire qui a fait qu'on en est là. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 5 ans, qui est en maternelle, et qui ne raconte pas grand-chose à ses parents. La maternelle, comme chacun le sait, c'est un peu l'école des mystères. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je sais pas. Qu'est-ce que tu manges à la cantine? Je sais pas. Avec qui tu joues? Je sais pas. Sauf que là, le petit garçon, un soir, il rentre et il demande à sa maman, « Maman, est-ce que c'est vrai que quand un adulte touche le zizi d'un enfant, il va en prison ?» Donc là, la maman, elle était un peu choquée, un peu perplexe. Donc elle lui dit, « Pourquoi tu me poses cette question ?» C'est maîtresse qui nous a raconté ça. Effectivement, dans la journée, il y avait eu un souci. Il y a eu 2 petits garçons qui ont touché sans son consentement une petite fille. Et la maîtresse a tout de suite réagi. Les 2 petits garçons ont été voir la directrice qui leur a expliqué ce qu'il en était. La maîtresse a aussi expliqué à la classe. Sauf que le souci qu'on voit, c'est que le petit garçon, tout ce qu'il a retenu, ça a été cette phrase. Et la petite fille, elle n'avait même pas osé en parler à ses parents, parce qu'elle se disait qu'elle allait être punie, parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de mal. Donc au final, on se retrouve avec des enfants qui ont commis des actes dont ils ne voient pas l'importance, des petits. Surtout qu'un enfant de 5 ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas hormoné. Donc s'il fait ces actes-là, c'est soit qu'il a vu, soit qu'il a subi. Donc il ne comprend pas. Après, le problème devient à peu près le même quand on passe à l'élémentaire, encore plus au collège et après au lycée. Là, on a donc des enfants qui ne comprennent pas les actes qu'ils font, ni ce qui peut engendrer, le traumatisme que ça peut faire. On a des enfants qui n'osent pas dire, qui se sentent même coupables alors qu'il y a l'acte qui a été fait. Et ensuite, on a des enfants à qui, nous, adultes, on essaye d'expliquer, mais on s'aperçoit qu'on ne sait pas expliquer. Que ce soit nous, parents, enseignants, tout le monde. Le déni est tel en France qu'on n'arrive pas à trouver les mots pour parler d'homosexualité, que ce soit dans les violences sexuelles, que ce soit dans l'éducation sexuelle. Et il y a un réel souci là-dessus. Donc avec l'équipe d'API, depuis le mois de mai, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. On n'a pas forcément les solutions, mais on a voulu faire une information à travers cette conférence. Et grâce à ça, nous avons pu avoir la rencontre de 2 personnes qu'on a la chance d'avoir trouvées, qui sont venues ici. Donc Madame Muguette Dini, qui est l'ancienne sénatrice et co-auteure de la loi sur la protection de l'enfance de mars 2016. Et Madame Stéphanie Mouclier, qui elle est conseillère conjugale et familiale, mais aussi directrice du centre ressources en Indre-et-Loire, et également qui fait de la prévention au niveau scolaire sur les violences sexuelles. Donc à la suite de cette conférence où elles vont vous expliquer tout, il y aura des questions si vous le souhaitez à travers le public. Donc on vous fera passer un micro, ne vous hésitez pas. Et à la suite de ça, l'équipe API vous offrira un pot à boire. Donc ça se passera dans le couloir au niveau de la cuisine et du bar. À ce sujet, je tiens à remercier toutes les personnes de l'équipe API qui ont œuvré ensemble pour préparer cette conférence. Déjà, si aussi vous êtes là, c'est que vous ne fermez pas les yeux, que vous voyez l'importance du sujet, et rien que pour ça, on vous dit merci. Et on espère après, par la suite, pouvoir faire une prévention dans les écoles, et ça sera un sujet ensuite, une fois que la conférence sera passée, je pense qu'on y viendra. Voilà. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne conférence. Merci de votre présence, vous êtes très nombreux et c'est très, très rassurant et très satisfaisant. Je voudrais rappeler le titre de notre intervention, les violences sexuelles en milieu scolaire, parlons-en, informer, agir et prévenir. En ce qui me concerne, je vais surtout faire de l'information et c'est Stéphanie Mouclier qui parlera d'agir et prévenir. Je voudrais aussi, avant de commencer le vif du sujet, compléter ma présentation
J'ai donc été enseignante pendant 10 ans, il y a très longtemps, dans le début de ma vie professionnelle. Ensuite, j'ai été élue municipale et départementale. Quand j'ai été élue départementale, j'ai été chargée des collèges du Rhône. Donc, c'est un sujet où j'ai été familière. Et puis, j'ai finalement terminé au Sénat entre 2004 et 2014. Et je me suis essentiellement intéressée aux sujets sociétaux et aux sujets de bioéthique, dont on parle en ce moment. Alors, sur les sujets sociétaux, essentiellement aussi la protection des femmes, la protection des enfants, la lutte contre les discriminations, contre le racisme, contre l'antisémitisme. J'ai fait aussi un travail sur la prostitution, sur les sectes, sur la fin de vie, beaucoup d'autres choses aussi, mais c'est pour vous dire que mon intérêt, c'est quand même vraiment l'humain chez les autres. Et en bioéthique, on a beaucoup parlé déjà en 2012 de la PMA, en 2010, pardon, de la PMA, de la gestation pour autrui et de la levée d'anonymat du don de sperme. Tout ça est de nouveau dans l'actualité. Si vous voulez, je viens vous en parler un petit jour. Alors, Stéphanie Bouclier et moi sommes là parce que nous sommes toutes les deux membres d'une association qui s'appelle SVS, Stop aux violences sexuelles. Je vous en dis 2 mots pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. C'est une association qui a été fondée par 3 médecins en 2013 et c'est une association qui porte un projet de santé publique visant, rien que ça, à éradiquer les violences sexuelles. Inutile de vous dire que nous avons fait déjà beaucoup d'efforts en 5 ans et que malheureusement nous ne sommes pas encore arrivés à éradiquer les violences sexuelles. Mais ce qui est intéressant dans cette association, c'est que nous nous sommes donné 3 axes. Informer, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et nous avons des assises internationales annuelles. Les prochaines ont lieu en janvier à l'Assemblée nationale. C'est une fois au Sénat, une fois à l'Assemblée nationale. On a aussi des conférences, on a un site internet. À l'extérieur, vous avez une petite documentation. Si ça vous intéresse, vous pouvez la prendre. Deuxième point important de notre association, former. Et en particulier, nous formons dans un cadre gratuit pendant un week-end, et ça s'appelle les bases de la connaissance en matière de violence sexuelle. Quand nous en organisons, ça a beaucoup de succès, et nous avons souvent des listes d'attente, et on est obligé de recommencer. Il y a aussi des formations spécifiques pour des professionnels du soin, en périnatalité pour les sages-femmes, en milieu scolaire pour les enseignants, mais aussi des thérapies psychocorporelles et de l'art-thérapie. Prévenir, alors c'est ce que nous allons faire aussi ce soir, en particulier en milieu scolaire et dans tous les lieux d'accueil d'enfants. Et enfin, guérir, nous avons mis en place des parcours de soins individualisés, des ateliers thérapeutiques pour les victimes et aussi pour les auteurs. Voilà, donc c'était la présentation sur moi-même et sur Stop aux violences sexuelles, et je vais rentrer dans le vif du sujet. Quand nous nous sommes rencontrés la première fois avec la présidente de votre association, nous avions évoqué l'idée de parler de toutes les violences à l'école. Les violences psychologiques, les violences physiques et les violences sexuelles. Puis on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à tout faire en une soirée. Et comme nous sommes, Stéphanie et moi, plus spécialisés sur les violences sexuelles, nous avons donc décidé de ne vous parler que des violences sexuelles. Et des violences sexuelles exercées sur les enfants, à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Alors les violences sexuelles, ce sont les plus nombreuses, les plus dissimulées et les plus destructrices. Alors, pour les plus nombreuses, je vais vous abreuver de quelques chiffres, mais c'est indispensable pour bien prendre conscience de la gravité du nombre de violences sexuelles. Alors, d'abord, qui sont les victimes de violences sexuelles? Et je vous donne des enquêtes et des chiffres. Le Conseil de l'Europe considère qu'un enfant sur 5, par enfant on entend un mineur, moins de 18 ans, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles dans l'Europe. Attention, quand on parle de violences sexuelles, on ne parle pas uniquement de viol, on parle d'attouchements plus ou moins prononcés et qui ont plus ou moins des conséquences graves en fonction de l'enfant et en fonction de la gravité. Donc en France, si on ramène un enfant sur 5, il y a 11 250 000 mineurs de moins de 15 ans, donc moi je suis partie sur les moins de 15 ans
qui correspond plus à la définition de l'enfant. Ce qui fait qu'en France, actuellement, en ce moment, 2 250 000 enfants sont victimes, en ce moment, en France. Et si vous ramenez ça à la moyenne d'une classe, ça veut dire que dans une classe de 30 élèves, c'est entre 4 et 6 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Une autre approche qui est toute récente, un sondage de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, qui a eu lieu en février 2018 et qui a porté sur 2167 femmes interrogées, toutes âgées de 18 ans et plus. Donc ce ne sont pas des enfants, mais on va voir que quand on regarde ce qu'ils ont répondu aux questions, il ressort que actuellement, parmi les personnes de plus de 18 ans, 2 900 000 femmes ont été victimes de viols, autres que conjugales, parce qu'en plus il y a les viols conjugaux. 43% de ces 2 900 000 femmes ont été victimes dans l'enfance et 27% dans l'adolescence. Il s'agit de filles. On arrive à 2 millions de filles mineures qui auront été violées. Et si on multiplie par 2, parce que les petits garçons dans l'enfance sont autant victimes que les petites filles, on arrive à un chiffre de 4 millions de personnes vivant en France actuellement qui ont été victimes de viols dans leur enfance. Je ne parle pas des violences, des viols. C'est pour vous dire à quel point on n'a pas conscience de ce qui se passe. Parce que le viol, ça reste quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas auprès de nous. En réalité, c'est auprès de nous et nous ne le savons pas. Alors, qui sont les victimes de violences sexuelles? Toujours dans les chiffres. D'autres sources américaines et européennes montrent qu'une femme sur 4 et un homme sur 6 ont été victimes d'une agression sexuelle au moins une fois dans leur vie, soit 13 millions de personnes en France. Et je vais vous faire toucher ça du doigt. Il s'agit d'agression sexuelle. Quand j'interviens dans des villes, c'est peut-être différent ici, et que je demande aux femmes qui sont dans la salle de lever le doigt si elles n'ont jamais été victimes de tripotage dans quelque endroit que ce soit, en particulier dans les transports, mais ça peut être au travail, d'attouchements qu'elles n'ont pas souhaité, qu'elles auraient aimé refuser. Eh bien, quand vous posez cette question, vous dites aux femmes, celles qui sont sûres de n'avoir, faut être sûr, de n'avoir jamais subi une agression sexuelle, levez la main. Généralement, il n'y a personne. C'est pour que vous preniez conscience que la violence sexuelle, l'attouchement, peut avoir des conséquences très graves, et en tout cas, il touche à votre intégrité d'enfant ou de femme ou d'homme, parce qu'il y a aussi des hommes, même adultes, victimes de violence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 81% des agressions sexuelles sont subies par des mineurs, et dans 94% des cas, la victime connaît son agresseur. C'est une étude de l'UNICEF de 2014. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous voyez dans la presse, on parle d'un viol. Généralement, dans notre imaginaire, un viol, c'est une jeune femme qui est allée faire son jogging le matin, et parce qu'on pense qu'elle était peut-être habillée un peu avec un short un peu trop court, elle s'est fait agresser et violer par quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on a dans la tête, et c'est ce qui apparaît dans la presse, dans les faits divers. En fait, un viol, c'est tout à fait autre chose que ça. Et je vous ai donné la définition légale, parce que comme on a beaucoup parlé dans le trimestre dernier de la loi qui devait protéger, de la loi contre les violences sexistes et sexuelles de Madame Schiappa, comme on en a beaucoup parlé, je voulais revenir là-dessus pour que vous preniez bien conscience de ce qu'est un viol. Alors, c'est défini par le Code pénal, l'article 222-23, et c'est défini de la manière suivante. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit,
commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, et là il va falloir que je vous explique, par violence, contrainte, menace ou surprise. Le terme « ou sur la violence ou sur la personne de l'auteur » a été ajouté par la loi du 3 août 2018. Je suppose que si je vous demande de quoi il s'agit, parce que moi j'ai relu 5 fois avant de comprendre ce que c'était. En réalité, comme le viol est un acte de pénétration, quand un petit garçon subit une fellation, il la subit, c'est-à-dire que c'est un adulte qui lui fait une fellation, c'est l'auteur qui est le violeur, c'est pas l'enfant qui subit. Or, jusqu'à maintenant, un petit garçon qui subissait une fellation ne pouvait pas être victime de viol parce que ça n'était pas défini dans la loi. Or, c'est aussi traumatisant qu'une petite fille qui subit une pénétration. Pour un enfant, un petit garçon, c'est pareil. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter pour tout le monde. Et par pénétration, on entend, une pénétration peut être vaginale, anale ou orale. Elle est imposée par la contrainte physique ou psychologique. Il peut s'agir d'un objet quelconque dans un orifice sexuel ou d'une pénétration d'un objet sexuel dans un orifice qui n'est pas quelconque. Il y a 3 orifices possibles. Donc, le viol est un crime et il est passible des assises. Alors, ensuite, les agressions sexuelles et l'atteinte sexuelle, puisqu'on nous a rabâché sur l'atteinte sexuelle, donc je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps là-dessus non plus. Donc, l'agression sexuelle, c'est tout ce qui touche au corps sans qu'il y ait pénétration. Donc ça constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. La contrainte peut être physique ou morale. Et lorsque les faits sont commis... Ce qu'on fait ce soir, ça en fait partie. Conférence, des articles. Merci La Montagne qui va faire un article. Formation, donc les assises nationales, on vous en a parlé, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. Alors, notre association Stop aux violences sexuelles a un site internet. Si vous allez sur le site, en haut à gauche, il y a des onglets avec assises 2015, 2016, 2017. Et tout est filmé. Donc vous pouvez retrouver toutes les interventions de plein de personnes, c'est très intéressant. Et donc, le 4e point, une fois qu'on a fait tout ça pour lutter contre un virus, on vaccine la population. Et le vaccin, eh bien, c'est de la prévention. Donc c'est notre stratégie. Comment le programme de SVS a été bâti? En fait, un groupe de professionnels de santé, des thérapeutes, des juristes, des enseignants se sont réunis pour voir chacun avec des entrées différentes comment ils pouvaient faire cette prévention. J'en parle d'autant plus facilement que je suis responsable de ce programme aujourd'hui, mais je n'étais pas là au début. Donc c'est pas moi qui l'ai fait. Ils étaient une douzaine, oui c'est ça, à avoir travaillé dessus de manière assidue. Ils se sont inspirés de programmes canadiens et belges. Alors belge, ça c'est moi qui l'ai amené, mais les programmes canadiens, le docteur Violaine Guérin avait rencontré le professeur Francine Lavoie de Laval à Québec, qui est une spécialiste de la prévention au Canada, qui a créé notamment 2 programmes, Virage et Passage. Et le professeur Francine Lavoie nous a donné les droits sur son programme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont de la pratique, ils ont du recul, il y a des barrières que nous, on n'a pas par rapport aux Canadiens. On est très complexés. Enfin, on peut être très complexé par les Canadiens, c'est toujours vachement mieux là-bas. Mais eux sont en fait complexés par rapport à nous. On a appris ça parce que le professeur, Francine est venue et elle nous disait ça. Et notamment là, en voyant le programme qu'on a fait, eux, ils se sont arrêtés finalement sur un âge collège-lycée. Ils en font peu en primaire ou d'une manière différente et ils sont très intéressés par du coup ce qu'on a fait en partant de leur programme. Les Belges, pourquoi les Belges? Parce que c'est pareil, il y a une approche de l'enfant dans sa globalité qui est vraiment intéressante. Donc le programme, il est cohérent, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire vraiment quelque chose de graduel de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale. Il est non anxiogène, je vous ai donné quelques exemples, hein, vous avez pu voir qu'on
On n'est pas dans de la sensibilisation, donc on n'est pas là pour parler de violence, on est là pour aider l'enfant à se structurer. On s'est basé évidemment sur le développement psycho-affectif des enfants, en développant la confiance en soi, l'estime de soi et les compétences psychosociales. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, les compétences psychosociales, l'OMS les a définies comme ce que je vous ai mis. Il y en a 10, elles sont en miroir parce qu'elles se répondent. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée critique, avoir une pensée créatrice, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Gérer les émotions et gérer le stress, ça ne veut pas dire le contenir, mais ça veut bien dire reconnaître les besoins et aller chercher mon besoin. Quand j'ai faim, il faut que je mange. Alors là, je vais quand même faire une petite parenthèse, c'est que souvent ce que je vois, c'est que les enfants... Il faut regarder l'heure. Les enfants, en général, j'en vois beaucoup, ça fait 17 ans que je fais ce métier, sont très bien élevés. Tellement bien élevés que finalement, on les coupe de leur naturel depuis tout petit. Alors évidemment, quand ils arrivent à l'école, on a ces remarques classiques, il faut s'asseoir à une chaise, il ne faut pas bouger, il faut faire pipi tous à 10h15 à la récréation parce qu'entre c'est vraiment trop pénible. Oui, effectivement, il y a tout ça qui nous coupe de notre rythme naturel. Mais il y a d'autres choses. Quand on voit un enfant, combien de fois on voit des personnes toucher la tête comme ça? Oh, t'es mignon, tu vas bien. On n'a pas toujours les suites, mais je dois dire que sur le ressort du TGI Clermont-Ferrand, en tout cas, on a grande chance parce que c'est très très réactif. Nous, on fait des signalements et voilà, on a des retours très 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 rapides et immédiats. Quand j'entends vos délais, je suis très très surprise. Je ne pensais pas que ça existait, des délais aussi longs. Alors les signalements, pour les professionnels, ça doit toujours être doublé d'un petit coup de fil au procureur. Il y a toujours une permanence du parquet, ça c'est pour les professionnels. Mais après, on faxe le signalement, on l'envoie par mail. Enfin, il y a plein de moyens quand même qui font qu'il y a une réaction immédiate. Et puis il ne faut pas oublier les autorités de police judiciaire qui sont extrêmement bien formées, je trouve, maintenant par rapport à ça, notamment policiers et gendarmes. Il y a effectivement, comme vous le signaliez, des professionnels qui sont spécialisés pour recueillir la parole de l'enfant, avec beaucoup de protocoles qui viennent notamment vous parliez du Canada, l'audition Mélanie. Nous, on a rencontré Madame Cyr, Mireille Cyr. On est allé à Québec, on est allé à Montréal en avril dernier avec toute l'équipe du service. On s'est déplacé à 7. On y a passé 15 jours, 3 semaines. On a été voir comment il fonctionnait. Bon, on en revient un peu frustré quand même parce que c'est compliqué de mettre en place ici, puis bon, la loi n'est pas tout à fait la même. Mais du coup, il y a vraiment une prise en compte de la parole de l'enfant qui est importante. Alors après, cette audition filmée, c'est une bonne chose, certainement, effectivement. Après, il ne faut pas que ça fige non plus le discours de l'enfant à un moment donné. Sa parole peut évoluer, il peut y avoir d'autres auditions, mais ça a un intérêt surtout quand on arrive notamment aux assises, par exemple, et que l'enfant a grandi. Et c'est important pour les jurés qu'ils puissent voir comment était l'enfant au moment où il a révélé les faits, et que c'est peut-être une jeune fille ou un jeune homme qui va se présenter devant les magistrats, et c'est important d'avoir cette vision-là, je trouve, pour les jurés qui voient l'enfant au moment où il était quand il a révélé, que c'était pas une jeune fille, une adolescente, voilà. Donc c'est important de bien accompagner les enfants, et il ne faut vraiment pas hésiter, quand vous avez des révélations comme ça, que vous êtes ennuyé, vous pouvez vraiment appeler... alors on dit le 119, mais en fait, ce sont les cellules de recueil d'infos préoccupantes qui sont les émanations départementales des 119, puisque c'est le conseil départemental qui est le chef de file de la protection de l'enfance dans les départements. Donc il ne faut pas hésiter à surtout en parler, à signaler. Et nous, on peut être aussi contacté. On fait beaucoup de prévention au niveau des médecins, parce que l'hôpital, c'est un lieu quand même privilégié de repérage des maltraitances. Alors nous, on a un rôle vraiment d'auxiliaire de justice, parce qu'on intervient sur réquisition judiciaire également, c'est-à-dire que quand l'enfant va être amené à dévoiler des faits, nous on va réaliser des expertises gynécologiques notamment pour voir si l'hymen est intact ou pas. Mais c'est pas parce c'est pas parce qu'il n'y a pas de lésion non plus que ça signifie qu'il ne s'est rien passé. Donc on fait extrêmement attention dans les conclusions. Mais voilà, c'est le type d'examen qu'on va pouvoir proposer aussi dans l'unité. Donc on travaille à la fois sur réquisition de justice, mais pas uniquement, puisqu'on peut aussi faire des suivis
et puis prodiguer les soins nécessaires quand il y a vraiment des blessures après liées à ces maltraitances sexuelles qui sont effectivement extrêmement graves et qui touchent l'intimité vraiment, voilà, qui peuvent être vraiment destructrices. Donc n'hésitez pas, mais je laisserai des petites brochures pour ceux qui sont intéressés, enfin qui malheureusement seraient confrontés à ces situations. Voilà, à ma disposition. Merci beaucoup. Mireille Cyr est intervenue l'année dernière aux Assises avec nous au Sénat. Elle est filmée aussi dans les vidéos dont je vous parlais et elle nous a effectivement bien parlé de Mélanie, cette procédure d'audition. Voilà, merci beaucoup. Il y a de la place encore pour quelques questions. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont frustrées, qui n'ont pas pu poser leurs questions. On n'a pas répondu. Alors. Il y en a combien ? J'ai une question là et une question là-bas. Oui, très bien. Tout à l'heure, une jeune femme demandait qu'est-ce qu'il fallait faire effectivement lorsqu'on avait ce genre de révélation. Les cellules de crypte sont très bien. Je crois que le gros risque aussi qu'on a, nous, en tant qu'adultes, c'est qu'on projette un peu nos peurs et qu'on veuille savoir ce qui s'est passé. Et le gros risque, quelque part, c'est d'orienter. C'est un peu l'affaire d'Outreau, c'est beaucoup de choses. C'est que par nos paroles, on risquerait peut-être aussi de faire du mal à l'enfant qui est très naïf et qui ne sait pas ce qu'il en est, en fait, ce qu'il a vécu. Alors justement, ce qui explique très bien Mireille Cyr dont on parlait, c'est que quand un enfant, on lui fait répéter, on lui pose une question, ou il dit quelque chose, et on le fait répéter, pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est planté. Alors il réfléchit et il change sa version. Il reformule, et c'est le risque en fait, hein, quand il reformule, jusqu'à ce qu'il réponde à nos attentes à nous, qui sont orientées par notre vision de la sexualité adulte. Jusqu'à ce qu'il voit dans les yeux de l'adulte que ça y est, ça a dû être la bonne réponse parce qu'il est satisfait de la réponse. C'est pour ça que je vous dis, il faut freiner l'enfant, qu'il ne parle pas trop, qu'il ne raconte pas trop, parce qu'il vaut mieux que ce soit fait dans de bonnes conditions avec des personnes qui sont formées et qui vont savoir qu'il ne faut pas reformuler, qui avant de questionner vont faire raconter à l'enfant une autre histoire pour voir sur quoi on peut se baser. C'est-à-dire que certains enfants sont très observateurs, vont vous dire les couleurs, les habits, les lieux, etc. D'autres vont avoir une chronologie parfaite, d'autres vont tout mélanger. C'est normal, ce sont des enfants, ils ne sont pas mûrs à tous les niveaux. Donc ils vont d'abord vérifier quel est le niveau de maturité de l'enfant sur plein de plans différents avant de le questionner sur ce qui nous intéresse et l'agression qu'il a vécue. Et on saura exactement sur quoi on peut se baser, ce qui est de l'ordre du... C'est même pas vrai, pas vrai. Ça tient la route, parce qu'au niveau chronologique, il est au top. En revanche, il mélange parfois les personnes, les situations, etc. Et ça, c'est un travail, c'est des personnes formées qui doivent faire ça. Donc, effectivement, il ne faut pas questionner. Merci. Bonsoir. Alors, on parle beaucoup, j'ai l'impression, depuis les questions de qu'est-ce qu'on peut faire après, quand nos enfants ont été victimes de violences sexuelles. En fait, moi, ce qui me semblerait intéressant, et vous l'avez mis beaucoup dans le diaporama, c'est la prévention. Et moi, en tant que maman de 2 petites filles à l'école élémentaire, je me dis, qu'est-ce que moi, je peux faire en prévention pour mes enfants et ceux qui gravitent autour, mais à mettre en place en amont, et pas quand ce sera trop tard. Oui, il y a une question. Allez-y. Sans prendre la parole d'aucune façon, c'est très important ce que vous dites, et vraiment, on s'y emploie, mais à tenter. Alors, à l'école, c'est aussi apprendre à lire et à écrire. Voilà. C'est des réalités. C'est aussi trouver des moments. Et les enseignants, enfin, de plus en plus, sont sensibles. Alors, on est sur la prévention des violences sexuelles, mais il y a l'éducation à la vie sexuelle et affective, tout simplement, qui apprend à se prémunir de tout, qui apprend à bien grandir, qui apprend à faire avec l'autre, qui apprend le respect, qui apprend à partager. Et vraiment, il y a de plus en plus dans les écoles, alors je reprenais sur ce bassin, moi je vais parler en termes de bassin, du bassin de Cournon, par exemple, qui englobe Pont du Château. Il y a près de 2000 élèves qui ont été formés entre l'élémentaire et le secondaire, mais jusqu'au collège, à l'éducation à la vie sexuelle et affective, qui comprend les compétences psychosociales, le développement des compétences psychosociales, qui je suis, comment je grandis, mes valeurs. Il y a
il y a également tout ce qui est le respect, tout ce qui est le cyberharcèlement. Et on n'en a pas beaucoup. Enfin, vous l'avez évoqué, la pornographie, mais il faut très vite s'adapter par rapport aux technologies, aux nouvelles technologies. Et il faut apprendre aussi à parler de ça aux enfants et aussi aux parents. Parce que quand on parle par exemple du sexy-bullying, qui est le harcèlement sexuel en ligne, c'est des choses des fois dont nous, les parents, et je m'englobe dedans en tant que parent, on n'est pas toujours au fait. Et à chaque fois, il faut le travailler. Et je redis, moi, vraiment, c'est un travail de partenariat avec les parents. Vraiment. Et il y a une instance pour ça, qui sont les comités d'éducation à la santé et citoyenneté, qui sont dans les établissements collèges et lycées, où les parents ont toute leur place, les parents et tous les intervenants de la communauté éducative. Il y a aussi au niveau des écoles primaires, tout le conseil d'école où on peut apporter des choses et travailler ensemble des projets. Voilà. Je veux juste rebondir là-dessus, parce que vous dites que c'est fait effectivement dans les collèges et les lycées. Qu'est-ce qui est fait en maternelle et en élémentaire? En maternelle, on parle pas d'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est la circulaire, ça, hein, qui vient de sortir, qui a été remise à jour, hein, qui existe depuis 2003. Ce qui est fait, c'est parler du respect du corps. Voilà, il y a des choses très précises. Ce que vous avez décrit, c'est le respect du corps, les compétences psychosociales, ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit, c'est amener les lois fondamentales, que sont l'inceste, hein, l'interdiction de l'inceste, ramener l'interdiction de toucher le corps de l'autre. Enfin, voilà, c'est toutes ces choses-là. C'est aussi amener, et je le dis, enfin, parce que quand même on sait aussi, là je parle sous couvert des données qu'ont donné le CRIAPS, on a quand même 35% d'élèves de 9 ans qui ont déjà eu affaire à un site pornographique. Voilà. Combien vous avez dit? 35%. Des 9 ans. Oui. Ouais. Donc on attend, enfin c'est pas le collège, voilà. Je vais le dire un peu, je veux pas être dur, hein, mais c'est pas à l'école qu'ils ont eu affaire à ça. Mais par contre, quand on est parent, est-ce qu'on sait faire face à ça? Voilà. Est-ce qu'on sait faire face? Donc c'est vraiment ça, moi, que le travail de coéducation, il est important. C'est la question de vous, madame. Alors, il y a le parcours éducatif de santé, mais enfin, quand je vous dis que c'est dans la transversalité, c'est que quand un enseignant il fait un cours sur les 5 sens, il parle du corps. Du coup, il amène des données. Il peut y avoir des intervenants extérieurs, qui soient de l'école ou hors de l'école, pour intervenir par rapport à ça. C'est des temps dédiés. Et ça, enfin, pour ma part, on ne peut pas imposer des choses dans un programme qui se déroule à l'école. Ils ont des références par rapport à ça, ils ont des programmes à suivre et ils l'amènent. Et on a aussi, mais quand on apprend à porter secours, on peut avoir de la sensibilisation à apprendre à porter secours. C'est aussi à apprendre à avoir des gestes qui sauvent, et, enfin, à aller toucher le corps de l'autre, faire des petits gestes. Voilà, tout ça c'est déjà de la citoyenneté. C'est déjà éduquer un enfant à bien grandir. Mais ensemble. Alors je vais essayer de répondre à la question. En tant que parent, donc vous aurez compris, interroger les émotions de vos enfants. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est pas OK pour toi? Dans plein de situations de la vie, c'est-à-dire à table, voilà, tu as l'air de faire la grimace. Elle est pas bonne, ma soupe, elle est... bon, et puis... est-ce que vous êtes en capacité d'entendre la réponse de votre enfant aussi? Ben non, elle est pas bonne. Ok, après, je ne reviens pas sur l'éducation, c'est-à-dire, si votre éducation, c'est de dire, bah, tu en goûtes quand même un petit peu, ou tu manges tout parce que de toute façon, il n'y a que ça, ou bah, je te propose autre chose, c'est autre chose. Mais c'est, centrez-vous sur l'enfant pour qu'il puisse qu'il puisse comprendre que sa parole a une valeur. Quand tu me dis quelque chose, je t'écoute. Je te crois. Parfois, je peux avoir des doutes. Hein, quand tu me racontes qu'il y a une licorne qui a traversé la cour de l'école, elle était comment cette licorne? Et peut-être que c'était un Playmobil qui a traversé la cour. Mais on va vite, en fait, en besogne pour juger ce que disent les enfants. C'est au niveau de son corps, lui apprendre l'intimité, lui apprendre la pudeur. L'éducation à la pudeur, c'est primordial. À quel moment un bébé qui va être tout nu, bon bah, c'est une chose, mais un enfant de 4 ans, de 5 ans qui est tout nu et qui se balade et qui court partout,
Lui, il est très à l'aise, hein, c'est super agréable, surtout quand il fait chaud. Mais c'est... voilà, ça ne se fait pas. C'est de l'ordre de la pudeur, ça ne se fait pas pour toi, pour les autres qui te regardent. C'est tout un tas de petites choses comme ça qui font que là, vous participez et vous faites de la prévention auprès de vos enfants. Alors ça, par exemple, il y avait une maman qui râlait parce qu'elle allait chercher son... Je vois que les gens fatiguent. Je réponds à ça, c'est la dernière réponse que je fais. Si vous voulez, après, je vous passe la vidéo ou pas. Une maman qui râlait parce que quand elle récupérait son fils au rugby, il ne s'était pas douché. Et elle lui disait, mais enfin, tu pourrais te doucher, voilà, t'arrives, tu pues, et puis on arrive à la maison tard, et puis après, voilà. Et en fait, il a fallu que je montre à cette maman qu'en fait, la douche était collective. Et l'enfant ne voulait pas se doucher, ne voulait pas se déshabiller, être avec les autres tout nus, ne voulait pas être tout nu. Donc il avait le bon niveau de conscience. Et Aël a accepté que son enfant se protégeait et qu'il avait raison, et a accepté d'ouvrir les fenêtres parce qu'il ne se sentait pas bien. Et en fait, une fois que la maman a compris qu'il s'écoutait, qu'il se protégeait, c'est-à-dire qu'il s'écoutait, il écoutait son besoin et il posait ses limites, il ne se touchait pas avec les autres, eh bien, c'était gagné. C'est ça. Mais vous pouvez dire en tant que parent, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as pas trop de choix, effectivement, parce que tu vas à la piscine, je te donne une serviette plus grande qui peut faire un peu paréo pour que tu puisses te déshabiller ou je ne sais trop, ou tu te douches en maillot de bain et tu n'enlèves pas ton maillot de bain même si les autres le font. Vous voyez, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Après, on ne peut pas tout changer d'un coup de baguette magique, je suis d'accord, mais au moins dire à l'enfant, tu vois, moi je ne suis pas d'accord avec ça et si j'étais à la place, je ne serais pas à l'aise non plus. Et je comprends que tu le sois pas. Moi j'étais dans une génération où on n'avait pas le choix. Ah mais c'est clair. Même maintenant, d'accord. Parmi après la protection de l'éducation dans quelques années après. Bien, on considère qu'on a fini. Je vous propose quand même de regarder Petit Consonne parce que c'est vite fait, puis ça terminera agréablement la soirée. Est-ce que tu veux boire un thé? Et la personne répond, oh mon Dieu, putain, ouais, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci. Alors, ça veut dire que la personne veut une tasse de thé. Si vous dites, hey, tu veux boire un thé? Et qu'on vous répond, je sais pas, je suis pas sûr. Alors, vous pouvez leur préparer un thé ou non, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à boire. Ce n'est pas parce que vous avez fait du thé que vous avez le droit de voir quelqu'un le boire. Et si la personne vous dit « non merci », alors ne lui faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé. Ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut juste pas de votre thé. D'accord? La personne pourrait aussi dire « oui, s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part ». Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bien sûr, c'est plutôt embêtant parce que vous aviez fait l'effort de préparer tout ce thé. Mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau, infuser le thé, rajouter quelques gouttes de lait. Et c'est tout à fait acceptable qu'une personne change d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas boire le thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question « voulez-vous du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être que la personne était réveillée quand vous lui avez demandé, et qu'elle a dit oui. Mais le temps de faire bouillir l'eau, d'infuser le thé, de rajouter quelques gouttes de lait, la personne est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé quelque part. Assurez-vous que la personne est en sécurité, et c'est encore la partie la plus importante, ne lui faites pas boire de thé. Elle a dit oui tout à l'heure, d'accord. Mais les personnes inconscientes n'ont pas du tout envie de boire le thé. Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à en boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini sa tasse, ne continuez pas à verser le thé dans leur gorge. Rangez le thé. Assurez-vous plutôt que la personne soit en sécurité, parce que les gens inconscients n'ont pas du tout envie de boire le thé. Croyez-moi sur ce point. Si quelqu'un est venu boire un thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps.
Cette personne n'a pas forcément envie que vous vous pointiez chez elle, sans prévenir, avec du thé pour les obliger à boire, en lui disant « mais tu voulais du thé la semaine dernière ». Ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche, en disant « mais tu voulais du thé la semaine dernière ». Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, et que vous comprenez pourquoi ces personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe? Que l'on parle de thé ou de sexe, c'est pareil, le consentement est la clé. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me faire une petite tasse de thé. Je vous remercie encore pour votre présence. L'association API est heureuse de vous présenter maintenant un petit pot à boire, si vous voulez. Il y a des petites choses à grignoter. Et si vous voulez parler un petit peu plus avec nos intervenantes ou ensemble. Voilà, merci. Super. Touche pas. J'ai pas arrêté parce que